Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique sur TV5 Monde. Au sommaire de l'actualité, un accord trouvé entre les militaires et le pouvoir en Côte d'Ivoire. Les représentants des soldats ont été reçus par le président. On fait le point dès le début de ce journal avec Angère Magnani. Réaction mitigée au Burkina Faso après la nomination du colonel Zida comme Premier ministre. Les Burkinabés prennent acte du maintien de l'armée au pouvoir. Isaac Zida veut former son gouvernement d'ici samedi. L'épidémie d'Ebola, nouveau bilan de l'OMS. Le virus a fait près de 5500 morts. Nous irons en Côte d'Ivoire, à ce jour épargnée, mais où les planteurs de cacao sont inquiets. En Côte d'Ivoire, les militaires ont donc eu gain de cause après leur coup de colère de mardi et au deuxième jour de discussion avec le pouvoir. Un accord a donc été trouvé. Le président Ouattara vient de l'annoncer. Vous êtes à Abidjan, Angère Magnani, bonsoir. Alors, qu'ont obtenu les militaires, Angère Magne ? Alors, l'État ivoirien devra trouver environ 20 milliards de francs CFA pour apurer sur 6 mois les arriérés de solde de 8400 ex-combattants intégrés dans l'armée en 2009. Une entente a été également trouvée sur la question des grades. Alors la pression est donc retombée du coup et c'est dans une ambiance bon enfant que ces militaires, hier encore mécontents, ont quitté le palais de la présidence. Maintenant qu'ils ont eu gain de cause, il est à craindre que leur mouvement ne fasse tache d'huile et c'est ce que redoute le pouvoir. D'autres corps de l'armée, la police, la gendarmerie, les ex-combattants encore sur le pont, sans oublier les différentes catégories socio-professionnelles tiennent méticuleusement leur liste de revendications qui jusqu'ici n'ont pas été satisfaites. Comme on le voit, le partage équitable du gros gâteau de la croissance que tous exigent ne sera pas pour le pouvoir une partie de plaisir. Angère Magnani, notre correspondant à Abidjan, merci. Au Burkina Faso, le colonel Zida consulte en vue de former le futur gouvernement de transition. Le nouveau Premier ministre se donne jusqu'à samedi pour former son équipe. 25 personnes en feront partie et siégeront jusqu'aux élections prévues dans un an. Les Burkinabés, eux, prennent acte du maintien de l'armée au pouvoir. Les réactions à Ouagadougou, Gervais Nitcheux. En temps normal, dans les rues de Ouagadougou, toutes les conversations devraient tourner autour de la brillante qualification des étalons, la sélection nationale pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Guinée équatoriale. Mais ce jeudi, transition politique oblige, les Ouagalais, comme l'écrasante majorité des Burkinabés, se passionnent pour un sujet. La nomination du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida à la primature. Dans la capitale, cette décision suscite des réactions mitigées. Pour moi, c'est une bonne chose parce que le Premier ministre, vraiment, il a montré des qualités. Il a montré que c'est un homme de parole, un grand homme. Bon, on lui souhaite bon vent à lui. On voit cela comme aussi une nomination à la Poutine. À la Poutine, il est là. Ça veut dire que l'achat de la transition confère même plus d'importance au Premier ministre qu'au président de la transition. Il sera là en tant que Premier ministre, mais c'est lui qui va au fait gérer la présidence. Dans la classe politique, comme dans les médias ou encore au sein de la société civile, les réactions sont aussi contrastées. C'est le secrétaire général adjoint du gouvernement qui a rendu public mercredi le décret par lequel le président de la transition a nommé Yacouba Isaac Zida comme Premier ministre. L'officier supérieur, âgé de 49 ans, sait qu'il sera jugé sur ses actes. Il annonce un gouvernement d'ici 3 jours. Et on apprend ce soir que Blaise Compaoré, le président déchu, a quitté la Côte d'Ivoire où il s'était réfugié il y a 3 semaines. Avec sa famille, il a rejoint le Maroc. Au Niger, nouvelle attaque djihadiste ces dernières heures. Un soldat nigérien a été tué, 2 autres blessés. L'assaut s'est produit à Bani Bangou, près de la frontière du Mali. Le Moudjahou a revendiqué l'attaque, affirmant s'en prendre, je cite, aux ennemis de l'islam qui travaillent avec la France. Vous nous avez rejoint, François-Xavier Freland, bonsoir. Bonsoir. On va tenter avec vous de voir plus clair dans cette affaire. Alors d'abord, ce mouvement, le Moudjahou,
on l'avait un peu oublié. Qui est-il exactement? Alors c'est le mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest. On se souvient d'un homme, Abdul Hakim, c'était le chef du Moudjahou à Gao au moment de l'occupation islamiste en 2012. Et cet homme-là est resté un petit peu dans les mémoires au Mali parce que c'est lui qui avait ordonné les amputations, ces flagellations en place publique qui ont marqué les esprits au Mali et notamment sur cette place de la Charia qui avait été rebaptisée place de la Charia au centre de Gao. Cette ville avait été libérée par les troupes de Serval en janvier 2013 et ce mouvement s'était un petit peu perdu dans la nature. Les hommes avaient disparu, ils sont à peu près 500 et aujourd'hui ils se sont reformés pour redonner un petit peu de force à leur mouvement et ils attaquent désormais les frontières du Niger. Un attentat récemment, une attaque avait fait environ 9 morts côté soldat nigérien. Alors pourquoi le Moudjahou refait-il surface au Niger? C'est justement le problème, c'est qu'aujourd'hui on est dans une logique de djihad international et que c'est une nouvelle brèche que le Moudjahou veut ouvrir, notamment pour un petit peu contredire cette avancée des troupes de Barkhane, vous savez, les troupes françaises qui sont engagées pour éradiquer le djihadisme dans toute cette zone nord du Mali. Eh bien, le Moudjahou tente une nouvelle ouverture et un petit peu aussi peut-être dans cette idée de créer une nouvelle zone d'influence dans la région. Et évidemment, cela peut beaucoup peiner, empêcher les troupes de Barkhane d'avancer, sachant qu'ils sont pris en étau d'un côté par AQMI, qui est au nord du pays et au nord du Mali, et les troupes du Moudjahou qui se retrouvent un peu plus au sud, on le voit sur la carte, un peu plus au sud de Gao, et qui font comme ça une espèce d'étau. Et au milieu, vous avez cet éternel problème, le problème Touareg, qui empêche finalement de régler la solution djihadiste. Merci François-Xavier Freland. Voilà, et c'est dans ce contexte toujours tendu, on l'a entendu dans le nord Mali, mais aussi dans la bande du Sahel, que les pourparlers de paix intermaliens ont repris ce jeudi à Alger. Vous êtes sur place, Leïla Berato, bonsoir. Alors Leïla, de quoi discute-t-on précisément dans cette nouvelle phase de dialogue ? Eh bien, au mois d'octobre dernier, la communauté internationale qui fait office de médiateur dans ces négociations avait présenté un texte au gouvernement malien et aux mouvements armés. Depuis, ces derniers ont déposé une série de demandes d'amendement. La communauté internationale a préparé une nouvelle version d'un projet d'accord de paix et c'est donc cette version-là qui doit être discutée cette semaine. Alors cet après-midi, les médiateurs ont répété qu'ils considéraient qu'il fallait absolument parvenir à la signature d'un accord rapidement, en soulignant l'importance de la menace sécuritaire sur le terrain. La position du gouvernement malien est similaire, mais certains mouvements armés du Nord, le MNLA, le MAA, le HCUA et la CPA, eux, insistent. Certaines de leurs questions posées au mois d'octobre n'ont pas trouvé de réponse, et tant qu'il n'y aura pas de réponse, eh bien pour eux, impossible de trouver un accord. Alors cette séance de négociation doit être la dernière à Alger, et les Algériens prévoient qu'un accord de base soit trouvé. Certains observateurs, en revanche, estiment qu'il faudra plus de temps notamment pour préparer la mise en œuvre d'un accord de paix pour qu'il soit efficace. Merci Leïla Berato à Alger. David Bachet, lui, est à Bamako. Bonsoir David. Alors le Mali, bien sûr, va suivre de près cette nouvelle phase de négociation, David. Oui, les Maliens sont fatigués par cette crise qui s'éternise. Ils veulent la paix, ils veulent un accord de paix définitif, mais pas à n'importe quel prix. La population malienne a des sources d'inquiétude sur ce qui pourrait être acté à Alger. Par exemple, sur l'intégration de combattants des groupes armés au sein de l'armée malienne. Une disposition est prévue en ce sens par le texte proposé par la médiation algérienne et que Bamako défend en parlant de recrutement et non d'intégration systématique afin d'assurer qu'aucun auteur de crimes graves ne pourra entrer dans l'armée nationale. David, est-ce que les préoccupations sont les mêmes au nord et au sud du Mali ? Alors, ces questions de démobilisation et d'intégration des combattants intéressent tout le monde, ça c'est une certitude. Mais là où ces négociations sont évidemment très attendues, dans le Nord, c'est sur la représentation politique et sur le développement. Comment augmenter le nombre de députés pour les régions du Nord? Comment mieux donner la parole aux communautés? Quelles modalités seront choisies pour favoriser le développement économique du Nord? C'est sur toutes ces questions que les différentes parties doivent s'entendre et les négociations seront ici suivies de très près. David Bachet, notre correspondant au Mali. Merci. Et à propos du Mali, notre pensée quotidienne pour Serge Lazarevitch, enlevé en 2011 dans le nord du pays. La vidéo postée en début de semaine sur un site djihadiste est la dernière preuve de vie que nous ayons de lui.
L'Égypte secouée par 2 nouveaux attentats ce jeudi. Le premier s'est produit à la gare routière Ramsès dans le centre du Caire. Une bombe assourdissante a explosé dans l'un des wagons du train qui arrivait de la région du delta du Nil. Une bousculade a suivi, 4 voyageurs ont été blessés. Et puis une autre bombe a explosé cette fois près de l'université de Helwan au sud du Caire, faisant 5 blessés, 5 policiers. Une belle pagaille au Parlement d'Abuja, au Nigeria. Des tirs de gaz lacrymogènes ont fait fuir les députés qui s'apprêtaient à se réunir cet après-midi. Selon des témoins, des policiers ont tiré des gaz pour empêcher le président de la Chambre d'entrer dans le bâtiment. Sa légitimité est contestée par le parti au pouvoir depuis qu'il a annoncé qu'il rejoignait l'opposition en vue des élections de février prochain. Suite à l'incident, le Parlement a été fermé jusqu'à la semaine prochaine. Les députés devaient se prononcer sur la reconduction de l'état d'urgence dans le nord du Nigeria. On en vient à l'épidémie d'Ebola et au nouveau bilan de l'OMS. Le virus a fait près de 5500 morts depuis son apparition en début d'année en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé estime toutefois que ces chiffres sont sous-estimés. À ce jour, 6 pays africains ont officiellement été touchés. La Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, le Mali. La fin de l'épidémie a été décrétée au Nigeria et au Sénégal. En Côte d'Ivoire, un pays épargné, la crainte est bien présente toutefois, en particulier dans l'Ouest où les producteurs de cacao sont inquiets. Nathalie Sarfati. La pénurie mondiale de cacao, régulièrement redoutée, n'est pas pour tout de suite. La récolte de fèves promet d'être abondante. Pourtant, il y a encore quelques inquiétudes, notamment en Côte d'Ivoire, qui représente à elle seule 40% de la production mondiale. La cause, Ebola. La Côte d'Ivoire est voisine de 2 des pays les plus touchés, le Libéria et la Guinée, des pays d'où afflue une importante main-d'œuvre qui traverse la frontière pendant les récoltes. Nous tous, on s'inquiète. Bon, le gouvernement doit mettre des préventions au niveau du pays et des paysans. Puisque nos planteurs sont en brousse et la contamination provient des animaux, dont nous sommes vraiment soucieux. La Côte d'Ivoire a fermé ses frontières avec la Guinée et le Libéria et mis en place un corridor sanitaire. Des campagnes de prévention ont aussi été lancées. La crainte de la propagation du virus Ebola est pourtant bien réelle. Des craintes infondées selon l'Organisation internationale du cacao qui dénonce les spéculateurs désireux de profiter du mouvement de panique pour ensuite engranger des bénéfices. Ces mouvements spéculatifs seraient d'autant plus injustifiés que les chiffres sont bons. La campagne 2013-2014 devrait se traduire par une récolte record pour la Côte d'Ivoire. Une manifestation symbolique à Dakar aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Quelques 200 mineurs ont défilé pour dénoncer un fléau qui ronge la capitale, la mendicité des enfants. Ils sont ici des milliers à tendre chaque jour leur boîte de conserve aux passants. On les appelle les talibés. Ces enfants ont été confiés à des daras, des écoles coraniques qui les forcent à assurer leur propre subsistance. Le collectif Ça Suffit avait organisé la manifestation. Il dénonce un business macabre. Il rappelle le Sénégal à ses engagements. Écoutez. Convention des droits des enfants, c'est une convention que le Sénégal a signée et nous demandons à l'État aujourd'hui de respecter sa signature et de protéger les enfants. Ici au Sénégal, comme tout le monde le sait, beaucoup d'enfants sont dans la rue et sont dans des états vraiment pitoyables. Et nous, on demande à l'État sénégalais de prendre vraiment ses responsabilités et de faire sa mission qui est de protéger les plus faibles, de protéger les enfants et d'appliquer également la loi qui a été votée en 2005, je crois, et qui interdit la mendicité. Et s'il faut financer les daras, pourquoi pas ? Voilà des images et des propos recueillis par Mathieu Milcan pour TV5 Monde à Dakar. En football, ça y est, on connaît la liste définitive des équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les prévisions de Simon Rodier sur ce plateau hier se sont avérées exactes. Ça passe pour la République démocratique du Congo. Voici donc la liste des 16 pays qualifiés.
Voilà, une mention spéciale à la Guinée, durement secouée par l'épidémie d'Ebola. À Conakry, la qualification de l'équipe nationale redonne le sourire aux habitants. C'est ce qu'a constaté notre correspondant Tierno Amadouba. Oui, Sili, on est qualifié, Sili national de Guinée. Félicitations, on est soulagé, on est sérieusement soulagé. On est dans la grande route maintenant pour Coupe d'Afrique et puis cette fois-ci, on va prendre cette coupe. Et tous les jeunes Guinéens, il fallait voir mon salon hier. Je ne pouvais même pas rentrer. Des gaietés, on chantait, je suis venu tomber sur ça. L'équipe s'est qualifiée. On aimerait bien voir l'équipe ici. Le Dieu n'a pas voulu ainsi. À cause d'Ebola. Et Ebola, maintenant, ça va partir. Et nous verrons tous nos matchs maintenant en Guinée. En cyclisme, 4e étape du Tour du Rwanda ce jeudi. Une étape disputée sous la pluie et remportée par le Marocain Salaheddine Mraouni. Il a su éviter les nombreuses chutes qui ont marqué cette journée. C'est toujours le Rwandais Valens Dayi Sanga qui porte le maillot jaune. L'image du jour, c'est le sourire éclatant de Pacome Pabandji, notre correspondant en Centrafrique, également reporter pour l'AFP TV, a remporté hier soir le prestigieux prix Rory Peck. Il s'agit d'une distinction reconnue dans le monde entier qui récompense chaque année les meilleurs journalistes reporters d'images. Pacome a 24 ans et pendant un an, il a suivi au quotidien les désastres humanitaires et les violences en Centrafrique. Être gagnant finalement de Rory Peck est une distinction très particulière. Voilà, avant de vous quitter, je vous rappelle la première information de ce journal. Un accord a été trouvé entre les militaires et le pouvoir en Côte d'Ivoire après les manifestations et le coup de colère des militaires mardi dernier. Donc les représentants ont été reçus par le président Alassane Ouattara. Ils ont obtenu gain de cause, notamment sur le versement des soldes. C'est la fin de votre journal Afrique. Vous pouvez retrouver cette édition sur tv5monde.com et sur notre page Facebook. Merci de votre confiance et de votre amitié.